Passons à l'autre discours. Et puis on reviendra si vous voulez bien. En suivant ce schéma-là, qu'est-ce que propose M. Robert Badinter? Par ailleurs, Mme Simone Veil est ministre de la Santé en 1974. C'est le gouvernement sous la présidence de Giscard d'Estaing. Et Badinter, il est ministre de quoi? Robert Badinter, il est ministre de quoi? Justice, exactement. Et qu'est-ce qu'il propose ensuite de ce discours? C'est qui a entendu le discours de Robert Badinter? J'ai pas entendu, mais je connais la réponse. Aidez-moi donc. Justice. Ministre de la Justice, mais qu'est-ce qu'il propose dans ce fameux discours d'avril 81? D'abolir la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, c'est ça? C'était quoi son raisonnement? Pourquoi il a voulu abolir la peine de mort? Parce qu'il pense que les hommes n'ont pas la responsabilité complètement pour ses actions. Vous levez la main? Ouais. Décider de la mort ou de la vie de quelqu'un, c'est limite un pouvoir divin. Ça ne doit pas être entre les mains des hommes. Il a jugé. Il a de ça. Quand il dit, notre collègue, il a raison, et vous avez raison aussi, un des raisonnements de Robert Badinter est qu'il n'y a pas d'humains, même s'ils sont juges, qui peuvent décider de la vie ou de la mort d'un être humain, même s'il est le plus grand criminel du monde. C'est à peu près une partie de son raisonnement. Et si vous avez vraiment entendu le discours, il donne 3 exemples. Vous avez saisi ça? Je vais vous raconter. Dans un des exemples, oui. Je crois qu'à l'époque, en plus, il y avait une plus grande marge d'erreur. On pouvait plus souvent se tromper sur la faute ou pas de quelqu'un. Et pas les empreintes digitales, on ne pouvait pas vraiment définir si la personne était... C'est vrai, mais en 1981, on avait beaucoup plus de technologie que les millénaires d'avant, où on faisait la peine de mort tout le temps. Ouais. Donc, la marge d'erreur et l'erreur irréparable, ça existe. Mais dans le discours lui-même, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il donne 3 exemples d'hommes qui ont été abattus, tués, par une décision de justice les dernières 7 ans, entre 1974 et 1981. Et les 3 sont des criminels affreux. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris quelqu'un à qui on peut dire on ne savait pas s'il est coupable ou pas. Il en avait un qui avait tué une petite fille qui avait 12 ans. C'était avéré. Et il a quand même donné ça comme exemple qu'il ne faut pas tuer. Pourquoi? Souvenez-vous du cours qu'on a eu sur le fondement du droit, sur les raisons d'être du droit, sur le pourquoi un droit c'est obligatoire. Et il avait 12 écoles. L'école du droit positif qui disait il n'y a pas d'autre raison que le droit lui-même, c'est-à-dire nous, l'Assemblée nationale, on décide, et ce qu'on décide c'est bon par le fait même de décider, c'est le droit. Et il avait une autre école qui était l'école du droit naturel, qui disait on ne peut pas tout décider parce que derrière chacun de nos actes, il a notre condition humaine et des valeurs qui sont plus grandes que l'Assemblée nationale ou l'idée du législateur. Si vous entendez Robert Badinter, de quelle école il fait partie selon vous? Le droit naturel. Pourquoi? Parce qu'il défend les hommes dans la justice et il pense que la loi n'a pas un rôle absolutif. Bien, exactement. Il dit on ne peut pas aller autant qu'être humain plus loin que notre condition humaine et aller dans la divinité, même si
on sait que celui-là a fait des choses affreuses. Mais il a aussi du pragmatisme dans son discours. Pourquoi on tuait? Et pourquoi on continue à tuer dans la plupart des pays? Quelle est l'idée derrière la peine de mort là où elle existe? Et par ailleurs, dans tous les pays, y compris la France, y compris la Bulgarie où c'est aboli, si demain vous faites un référendum et vous demandez aux gens, vous voulez établir la peine de mort ou pas, qu'est-ce que vous croyez ça va être la réponse? Oui. Pourquoi? Parce que moi, je pense. Non, toi tu penses, j'ai bien compris, mais pourquoi vous croyez que c'est... Quel est le raisonnement derrière l'idée de la peine de mort? Pour répondre à cette question, il faut vous rappeler, quand on a fait un peu du droit pénal, quels étaient les fondements, les significations, les raisons d'être de la punition juridique. Pourquoi on met des gens en prison? Et pourquoi on les tue parfois? Pourquoi on les met en prison? Parce qu'ils sont Pour mauvais. protéger la société de l'enrichissement. Première raison, pour les faire sortir de la société, pour ne plus lui faire le mal, parce qu'ils sont mauvais. C'est la première Deuxième raison. raison pour les punir de l'enrichissement. L'élément de vengeance, de la justice, vengeancée, un peu, oui, on peut dire ça, mais il y a un troisième élément, Éducatif. la rééducation. Mhm. Et donc, il est évident que si on admet la peine de mort, dans la peine de mort, il n'y a pas la rééducation dedans. C'est difficile à rééduquer un corps. Si quelqu'un est condamné à la peine de mort, c'est qu'il a commis un crime dont on ne peut pas être rééduqué. D'accord? Mais souvenez-vous, Badinter, il dit, l'élément subjectif pour punir quelqu'un, il faut que celui-là était conscient qu'il fait un crime. Et ce qu'il dit Badinter, c'est, ça ne va pas ensemble avec la peine de mort, parce que ceux qui commettent des crimes qui sont généralement punis par la peine de mort, ces crimes-là sont tellement affreux qu'on ne peut pas considérer que ces gens-là sont normaux et qu'ils ont subjectivement voulu faire des choses comme ça. Et donc on les garde en vie. Comment? Et donc on les garde en vie. Donc, selon lui, on les garde en prison, on ne les tue pas. À la perpétuité. Par exemple, c'est celui-là qui a tué la petite fille, il va être, par rapport à la loi française d'aujourd'hui, 20 ans. 30 ans. C'est pas 25, 30 ans, 30 ans c'est le maximal en France, et en Bulgarie c'est la perpétuité, c'est la vie. La vie. Il n'y a pas de limite. Mais nous ne sommes pas convaincus, vous êtes tous pour la peine de mort. Non. Oui. Personnellement. Pourquoi vous ça êtes pour la dépend, peine de ça mort? dépend. Ça dépend, ouais. Croyez, c'est la première, c'est lui qui l'a dit. Il a une idée que c'est de la vengeance. Est-ce que vous croyez dans la vengeance? Est-ce que vous croyez que la justice juridique, celle qui est faite par le tribunal, puisse avoir quelque chose avec la vengeance? Non. Et alors pourquoi vous voulez tuer l'assassin? Parce qu'il y a des gens qui sont Ou le nocifs. pédophile? C'est des gens qui sont juste malades, qui sont nocifs. Pour la justice. Il y a plein d'exemples qui ils ont fait un acte, on les a relâchés pour voir s'ils sont trucs et ils refont encore la même chose. Ça s'appelle la récidive. Ouais. D'autres propositions? Encore, ça dépend. S'ils sont déjà, ils sont déjà éduqués et ils commettent un crime affreux, ça veut dire qu'il sait déjà que c'est mauvais, mais il le fait quand même. Et je sais pas pour celui-là, je crois que je serais pour. Mais s'il savait pas, ou ouais, s'il n'était pas éduqué, s'il commet un meurtre pour sauver sa famille, je sais pas, ça dépend. Ça s'appelle la légitime défense. Pour, Légitime défense, tu défends toi ou tu défends quelqu'un d'autre. ouais, justement, par exemple, si tu vois un touriste et il avait une chaîne d'or, tu l'as tué, tu as vendu sa chaîne d'or pour
pour donner à manger à ta famille. Bah tant pis. Hein. Moi, je Pour toi, crois j'ai pas de pitié. les morts comme ça ou peuvent être Là, on a un éduqués. débat classique entre un mec conservateur et un mec libéral. C'est entre la gauche et la droite en droit pénal. C'est très intéressant. En 81, la gauche aura gagné. Aujourd'hui, c'est lui qui va gagner, mais ça ne va pas durer longtemps, tu vas voir. Mais vous oubliez et je veux insulter personne, la gauche et la droite, c'est pas insultant. non. Je suis de gauche, par exemple, comme vous avez entendu. Laissons tomber. Je me sens pas insulté. Vous avez. Je me sens pas insulté, ça va. Excuse-moi. Non, je ne me sens pas, c'était pas la peine. D'accord, ouais. Précise. Bon, d'accord. Vous oubliez la principale but de la punition. C'est quoi? Vous ne l'avez pas dit. On l'a dit rééduquer, c'est pas ça. C'était pas la justice. Protégé. Dissuasion. La dissuasion. On établit un code pénal et on menace les gens qui vont être punis pour ne pas le faire. Jamais. Le code pénal est créé pour ne pas être appliqué. Et il y en a beaucoup qui argumentent que la principale dissuasion pour les très affreux crimes, c'est la peine de mort. Que quelqu'un, par exemple en Norvège, il a un mec qui a tué 77 personnes avec son fusil, il s'appelle Breivik. Vous l'avez entendu parler? C'est un acte terroriste il a 10 ans. Vous avez entendu parler? Oui. C'est un jeune homme de 31 ans qui est pas très bien dans sa tête, mais qui est idéologiquement à l'extrême droite et il déteste ce qui est à gauche. Donc il va dans un camp d'éducation du Parti social-démocrate norvégien. Il se met avec un fusil de chasse à côté du camp. Il les attend et avec un sniper, il tue 70 ou je ne sais pas combien. En Norvège, la punition la plus grave, c'est 17 ans de prison. Il a 31 ans. Il va sortir, avant 50. Et il y en a des gens qui disent ce n'est pas dissuasif. Et pourquoi la France, la Bulgarie et les autres ont dit que c'est autre chose? Je vais vous le dire. Parce que le raisonnement est que ces gens s'en foutent. Et en étant fous, ils ne réfléchissent pas d'une manière à se dire est-ce que si je tue 70 ans, je vais passer 17 ans en prison, 30 ans en prison à vie ou à perpétuité ou que je serai tué. Ils sont juste fous. Ils ne sont pas rééducables. C'est le raisonnement qui a prévalu. Et il y a un mouvement dans les dernières années qui est critique par rapport à ce raisonnement. Dans le discours de Badinter, il y a une partie où il répond à ces critiques. Pourquoi il ne soumet pas la question au référendum? Il y a la peine de mort en Russie ou pas? Il a la peine de mort en Russie, mais elle est mise sous moratorium. Ça veut dire qu'elle est dans la loi, mais il ne l'applique pas. Et donc ça va pas. Ça veut dire que ce n'est pas une décision qui est toujours prise chez eux, mais la plupart des pays qui ne sont pas démocratiques appliquent la peine de mort. Au contraire, la plupart des pays démocratiques ne l'appliquent pas. En Russie, ils sont entre les deux. Nous, en Bulgarie, en 81, on a pris le moratorium sur la peine de mort. Ça veut dire que tu la laisses dans ta loi, mais tu instruis les juges de ne pas l'appliquer pour un certain temps. Et après, par exemple, si quelqu'un a déjà été condamné, tu peux le remettre en question, mais pas. Pourquoi vous me demandez pour la Russie? Sûr. Derrière cette idée de la peine de mort ou pas, derrière la logique du Badinter, on a dit c'est clairement le droit, l'école du droit naturel
qui sert du fondement. Il dit il ne peut pas y avoir justice là où la justice tue, même si elle est pire d'entre nous. C'est ce qu'il dit, en gros. Vous avez vu que Badinter a été mis au Panthéon il y a quelques semaines? Ouais, non, non, Ouais ou non? non, non. Donc, derrière ce discours-là, vous avez à peu près tout ce qu'on a, et il y en a beaucoup d'autres, mais vous avez à peu près tout ce qu'on a appris. Vous avez une règle de droit qui est soumise à question, et une règle de droit qui est débattue. Ça, c'est la règle du droit. Vous avez une philosophie. Ah, par ailleurs, derrière le discours de Madame Simone Veil, est-ce que vous croyez que c'est du droit positif qu'il s'agit ou du droit naturel? Droit naturel. Je ne vais pas vous donner deux discours de même école. Pourquoi du droit naturel? Ah ouais, non. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'elle demande, elle? Elle veut légaliser l'avortement. Exactement. Et c'est lié. Est-ce que vous croyez que c'est son fondement intellectuel? C'est nous, êtres humains, on doit décider tout ce qui nous concerne? Ou bien il a une valeur au-dessus des êtres humains où on ne peut pas toucher? C'est qui sont derrière? C'est qui sont pour l'interdiction de l'avortement? C'est les forces de quoi? Plus les religieux. Exactement. Et donc c'est quoi? C'est plutôt droit positif ou droit naturel de remettre en question? Positif. Exactement. C'est l'idée de la volonté humaine de mettre un cadre à la chose la plus naturelle du monde qui est la naissance, n'est-ce pas? De décider de le faire parce que les religieux ou ceux qui sont adeptes du droit naturel, pour eux, la conception même c'est un miracle, on ne peut pas y toucher. Même dans les plus conservateurs d'entre eux, parce que ce débat existe toujours. La moitié des États aux États-Unis interdisent les avortements ou les font dans des conditions très très strictes. Ah ouais? Oui? Oui. Je- Dites-moi. C'est pas très naturel en fait d'avorter justement. C'est pas très naturel, c'est pour ça que je dis c'est du droit positif. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Derrière le discours de Badinter, il a l'école du droit naturel qui est l'idée qu'il a une valeur au-dessus de la volonté humaine. Et la volonté humaine ne peut pas se confronter avec cette valeur. Dans l'idée de Badinter, cette valeur, c'est la vie. Et la volonté humaine n'a pas à réglementer la vie. Aussi bête que ça. Et du coup, Simone Veil, c'est l'inverse. Simone Veil, c'est l'inverse. Ouais. Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi deux discours comme ça. Simone Veil, elle dit, nous, les femmes, parce qu'elle commence son discours, vous avez entendu, je vous adresse autant que ministre, autant que femme, autant que citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous adresse autant qu'institution qui peut faire de la loi, je vous adresse autant que personne humaine, femme, et je vous adresse autant que personne politique, citoyenne. C'est très puissant ça. Et donc elle dit, la volonté humaine peut mettre en cadre, dans certaines conditions, des activités de la nature. Parce qu'il y a des conditions à l'avortement en France et ici en Europe. Exactement, bien sûr. Vous avez, si vous êtes femme et vous tombez enceinte, vous pouvez avorter jusqu'à une certaine semaine. Condition du temps. Oui, condition Pas du temps. contexte. Pas du contexte. Ok. Pas du contexte. Après ce temps, il n'a que des raisons médicales, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais pourquoi quand je prends des sujets délicats, vous m'excuserez, mais je les prends en tant que juriste. Parce qu'on a parlé ici qu'il a de la personnalité juridique comme notion. Et la personnalité juridique est liée à chaque personne humaine. Ça veut dire que vous avez droit dès votre naissance ou conception même. Et par rapport aux semaines qui permettent
l'avortement, après 7 semaines, sous fœtus, sous bébé nouveau-né, il a des droits. Et vous tombez pour le meurtre dans certaines conditions, si vous l'avez voulu, et ainsi de suite. C'est pour ça que ce débat a été, je vous ai demandé pourquoi est-ce que c'est du droit civil ou du droit pénal, parce que la grande révolution du Simone Veil, elle fait tomber la question de l'avortement du droit pénal où il se trouvait au droit civil où il est réglementé, c'est complètement différent. Vous comprenez? Dans un des cas, c'est un sujet qui peut être criminalisé. Dans l'autre cas, c'est un sujet qui doit être réglementé par les droits civils. Disons-le clairement, ça se normalise. Parce qu'elle dit, ce qu'on fait, c'est qu'on n'arrête pas les avortements, mais on les met tous dans le cadre de l'illégalité, on met en danger la santé des femmes, ainsi de suite. Il y a aussi une très puissante idéologie féministe derrière tout ça, à disposer de son propre accord, ainsi de suite. Ces discours qui sont très marquants vous montrent toute la complexité et toute l'importance qu'il a ces concepts flous que j'essaie de vous expliquer depuis quelques semaines. C'est à qui que j'ai donné mon bouquin de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné? Peut-être Andrea. À Andrea? Depuis que je lui ai donné ça, elle ne vient plus? C'est ça? Elle se sent pas bien aujourd'hui, mais elle va venir. C'est lui le bonjour, je rigole bien sûr. Mais tous ces discours, la première fois où la peine de mort, l'abolition de la peine de mort a été proposée en France, c'est de quelle année? Vous l'avez entendu dans le discours? 1700. Oui? 1400, je sais pas combien. 1000 quoi? 400. Non, 1400, on les tuait, on s'en foutait. Tout le monde. C'est ça, je crois. Les Templiers, tout ça, sur les bûchers, ça finissait vite. À quel moment de l'histoire française il a eu remise en cause? 1600, quelque chose. Code pénal? 89 189, comme ça. Non. Vous avez entendu parler de la Révolution française? Oui, et le code pénal? Non. Le code pénal, c'est 1806, c'est Ah, Napoléon. C'est Un peu avant. Pas avant. 1789. Ça, c'est la date de la Révolution. C'est presque ça. Oh, le film comme ça. Presque ça. En 1791, la première convention, c'est le premier débat pour l'abolition de la peine de mort. Pourquoi les révolutionnaires bourgeois demandent l'abolition de la peine capitale? Ils n'ont pas été tués. Je crois que la première personne qui a proposé l'abolition de la peine de mort, il s'est fait tuer. Exactement. Je sais plus qui c'était. Ils se sont tous fait tuer. Non, c'est vrai, ils se sont tous fait tuer. Ils se sont tous fait tuer. Dans ce débat-là, il avait le débat, et c'est à partir de là où commence la division entre gauche et droite. Vous savez cette histoire? Pourquoi on dit la gauche et la droite? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Parce que les monarchistes s'asseyaient à droite de l'Assemblée, les républicains à gauche. Sur quelle question? Sur l'ancienne monarchie. Et après, les jacobins étaient à gauche, les girondins étaient à droite, ainsi de suite. Presque, mais vous n'avez pas tout su. La question sur laquelle ils se sont mis à gauche et à droite, c'était une question de vote. À l'époque, l'Assemblée rentrait, les députés rentraient, il n'y avait pas les règles aussi précises que ça. Parce que cette Assemblée, la première Assemblée nationale, elle vient directement après un régime monarchique où il y avait l'Assemblée des tiers États, mais c'était complètement différent. Et donc, c'est la première fois que ça vient et ça s'organise. Ils n'ont pas de bulletin de vote, ils n'ont pas de laver les mains, ils n'ont pas de système comme ça. Et donc, sur les votes importants, comment ils votaient? Ils rentraient dans la salle, dans la salle du jeu de pommes, qui est à Paris, vous l'avez certainement vu, dans la cour des Tuileries. Donc, ils rentrent, et celui qui est pour la décision qui se vote va à gauche, et celui qui est contre va à droite. Et sur une question, c'est devenu la gauche et la droite. Et la question, c'est est-ce qu'il faut décapiter le roi Louis XVI? Sur cette question, la gauche allait pour la peine de mort du roi.
Et la droite allait pour la sauvegarde de la monarchie parlementaire. Et donc, sa vie. C'est pour ça la gauche, la droite, depuis l'heure, et les conservateurs sont à droite, et la gauche, et les soi-disant progressistes, à gauche. Et du coup, ça s'est répandu partout dans le monde. Parce que même aux Du coup, États-Unis. ça s'est répandu partout dans le monde, parce que le régime parlementaire s'est répandu après la Révolution française, même si la Révolution américaine est un peu plus tôt. Le concept de gauche et de droite. Exactement. C'est partout pareil, depuis lors. Parce que le régime parlementaire, et on a vu un peu ça dans le droit constitutionnel, le régime parlementaire a eu son essor après la Révolution française, avec des hauts et un bas, et ainsi de suite. Mais cette idée de la gauche et de la droite est restée à partir de là. Et donc, en 1791, à ce moment précis, il a les premiers débats sur la peine de mort qui se produisent à la Convention, qui sont liés bien sûr au destin du roi, donc au pouvoir. Pareil pour l'avortement, c'est un débat qui n'a cessé de durer parce que c'est un débat qui finalement, il a derrière soi plein de questions, la condition de la femme, la condition de la famille, les règles juridiques qui régissent la vie, innombrables sujets, la religion, la conception, l'idée qu'on se fait du monde et de l'être humain. Plein de sujets qui sont finalement reflétés dans une ligne juridique. Donc on a vu la dernière semaine la règle, les sources de la règle. On a vu la philosophie derrière la règle et on se l'a rappelé un peu avec ces deux discours. On a parlé de la responsabilité pénale, de la responsabilité délictuelle, de la responsabilité contractuelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on aura le temps à revenir dans les semaines qui suivent. On a parlé du droit constitutionnel, du droit civil et du droit pénal. Il y a un droit dont on n'a pas parlé et qu'on va passer très rapidement, c'est le droit administratif. Si le droit pénal, c'est entre la société et la personne qui transgresse ces règles. Si le droit civil, c'est entre les personnes. Si le droit constitutionnel, c'est le droit de l'État lui-même, c'est quoi le droit administratif selon vous? Les fonctionnaires de l'État. Oui, ce sont les représentants de l'État, les fonctionnaires, et ils font partie du droit administratif, de la condition administrative. Mais le droit civil, le droit administratif, c'est pas seulement entre eux, c'est pas seulement entre fonctionnaires. Quand vous allez demander un service de l'État, vous vous adressez à un fonctionnaire et il doit vous répondre d'une certaine manière. Toute cette relation est régie par le droit administratif. Et quelle est sa particularité principale? Le droit civil, entre personnes, c'est un droit qui est entre égaux. Moi, personne physique, et vous, personne physique. Le droit administratif, c'est entre une personne physique et l'État. Est-ce que vous croyez que c'est égal comme point? C'est pas qui on est. C'est une bonne question, mais peu importe qui on est une personne. On est une personne. On est une personne physique, on a nos droits, et l'État doit nous servir. Et le droit administratif s'assure que les relations sont faites de manière à égaliser les rapports de force au pouvoir, parce que c'est nous qui demandons et l'État qui sert, mais c'est l'État qui a le pouvoir, et c'est nous qui avons besoin de son pouvoir. Parce que vous vous souvenez bien, le droit c'est juridique, c'est du droit, parce qu'il peut, à la différence des règles religieuses et morales, il peut compter sur l'État pour se faire appliquer. C'est ça qui est la différence entre une règle juridique et une règle tout court. N'est-ce pas? Et donc cet État-là, par ses fonctionnaires,
Et les fonctionnaires sont extrêmement nombreux dans beaucoup de domaines. Donnez-moi des exemples de fonctionnaires administratifs. C'est qui les fonctionnaires que vous croisez le plus souvent? Les profs. En France. Les profs ne sont pas fonctionnaires parce que tu es dans une université privée. Ah, mais En France, oui. Les profs, oui. Les profs, autre? Les policiers. Les flics. Exactement, les policiers, d'autres? Le personnel des hôpitaux. Dans les hôpitaux d'État, oui. Exactement. Dans tous les domaines, quand vous allez à la mairie pour demander, je sais pas, un certificat, quand vous allez à l'école, quand vous allez à l'hôpital, quand vous adressez une demande pour n'importe quel sujet de votre vie. La bureaucratie. La bureaucratie, oui, c'est une manière de dire la même chose. Cette relation-là est gérée par un droit administratif qui est particulier. Ce n'est pas du droit civil parce que vous n'êtes pas dans une relation contractuelle avec l'État. Vous n'avez pas rempli un contrat en étant né quand vous êtes devenu citoyen de cet État-là. Et donc, c'est le contrat social qui est dans les lois, qui s'applique et que les services publics doivent vous procurer. Par exemple, par ailleurs, il y a une différence entre un service public et, par exemple, le transport en commun et d'autres services qui sont liés à votre état civil. Alors, vous pouvez exiger du bon transport commun, ce n'est pas la même chose que vous exigez un certificat de naissance, n'est-ce pas? Vous comprenez bien la différence. Et il y a un juge administratif aussi qui est différent. En France, comme en Bulgarie, il y a des tribunaux administratifs qui sont différents des tribunaux civils et qui n'appliquent que le droit administratif. Et il y a des tribunaux différents parce que le droit même et le procès administratif suivent une toute autre logique que le procès pénal ou civil. Dans le procès pénal, vous avez deux parties, il y a une qui attaque, une qui défend. Dans le procès civil, vous avez deux parties complètement égales. Et dans le droit administratif, vous avez deux parties, un qui a le pouvoir et l'autre qui demande ce pouvoir à faire quelque chose. Okay? Et tout ça serait juste dans le procès lui-même. C'est pour ça que les parties, ils ont par exemple, dans le droit administratif, les procès sont la plupart se fait que de manière écrite. Il n'y a pas, si vous êtes avocat et vous allez devant un tribunal administratif, vous ne parlez pas beaucoup, vous écrivez tout. Ça se fait parce que l'administration est impersonnelle. C'est pas important quel est le fonctionnaire qui va vous répondre, et donc il n'y a pas une face à face, finalement. Vous comprenez? Il a un grand professeur de droit administratif français qui aimait bien dire l'État c'est bien, mais avec l'État on ne peut pas déjeuner. C'est-à-dire l'État il n'a pas une... À part déjeuner avec le président de la République, ça n'arrive pas tout le monde, mais l'État il n'a pas une personne seule, son administration n'est pas une seule personne qui puisse être identifiée. Et donc vous vous adressez à peu près à personne par la voie du droit administratif et du processus administratif. Ça dépend du pays. On parle de la France et de la Bulgarie surtout, mais c'est à peu près pareil dans tous les États, à part, et vous avez raison, je ne sais pas ce que vous aviez en tête, mais vous me faites penser que par exemple dans les pays anglo-saxons, ils ne font pas cette différence entre droit administratif et droit civil. Pour eux, ils sont devant le même tribunal, ils font la même chose. Pouvez-vous penser pour la raison? Ça, c'est une des différences fondamentales entre le droit qu'on appelle continental, qui est à peu près le droit de tous les pays, et le droit anglo-saxon, qui est à peu près le droit des États-Unis des îles britanniques. Pourquoi ça? Pourquoi vous croyez qu'ils n'ont pas ça? Parce que je pense qu'il y a des pays où il n'y a pas, où il y a une seule personne et c'est lui l'État, c'est le chef.
Donald Trump qui signe les certificats de naissance. Il ne peut pas faire tout seul. Il a une administration aux États-Unis. Il a certainement une administration aux États-Unis. Ah oui, ok, je vois. Et même en Grande-Bretagne. C'est quoi la Grande-Bretagne? C'est quoi comme État? Ils ont un roi. Ouais. C'est un État monarchique. Elle est située d'une manière à fonctionner par rapport aux droits précédents, c'est-à-dire que les tribunaux, là, ils font un travail différent. Et la relation entre l'administration et les citoyens est faite d'une manière différente parce qu'il n'y a pas des citoyens britanniques, il y a des sujets au roi britannique. Pour les États-Unis, c'est un peu différent. C'est un État qui est quoi? C'est quoi la particularité des États-Unis par rapport à nous? Il y a plusieurs États un peu partout qui peuvent faire la frontière. Oui, c'est un État fédéral. Qui a combien d'États fédérés? Combien sont 50. 50. Et chaque État fédéré a des compétences qui lui sont propres. Ce qui empêche d'avoir un droit administratif général pour tout le monde. On a parlé des États, mais je ne vous ai pas dit la différence entre État unitaire, État fédéral et la confédération, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas dit ça. L'État unitaire a un centre de pouvoir central, général. Au général, c'est dans la capitale que ça se passe. Mais il a un centre général et unifié. L'État fédéral est fait de composants qui sont chacun ont leur propre centre de pouvoir, mais ils ont en commun la politique de sécurité et la politique extérieure. C'est-à-dire ils sont représentés pour le monde par une seule autorité. Mais dedans, ils ont chacun ses compétences. Il y a dans chaque État des États-Unis, dans chaque État, dans chacun des 50 États, ils ont un parlement, ils ont des tribunaux qui leur sont propres, qui font leurs propres lois dans le cadre de la Constitution commune, et ils élisent un gouverneur qui est finalement comme un président de cette entité. Mais pour le monde, ils sont des États-Unis et sont représentés par le pouvoir structuré à Washington. Washington DC, qui est lui-même a un statut d'un État à lui seul pour être le centre administratif du pays. Ok? Mais il y a une différence. Ça, c'est une fédération. Dites-moi d'autres pays qui sont fédéraux. L'Allemagne. La Suisse n'est pas fédérale. Je vais vous expliquer pourquoi. L'Allemagne. L'Allemagne est fédérale, oui. Ouais. Comment s'appellent les... vous savez comment... Land. Les Länder. Lander. Länder. D'autres États? Land. Land. Et la Suisse, elle est confédérale. Quelle est la différence entre fédération et confédération? J'ai une question. Oui. Est-ce que la Bretagne, la Grande-Bretagne est une fédération ou pas? Pour cette question, il y a une guerre en Irlande. Mais Ce sont des Royaumes-Unis. c'est le Royaume-Uni qui est l'État. Et la Grande-Bretagne, c'est une association d'États indépendants. Et il y a une autre question, une autre nomination qui est le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est une organisation d'États indépendants qui incorpore à peu près beaucoup de pays qui sont assujettis au roi de la Grande-Bretagne. Par exemple, le Canada. Est-ce que vous saviez que le Canada est toujours sujet au Royaume-Uni? Oui. Ouais. Même si c'est purement symbolique, ça ne vaut plus rien dire, hein, c'est Ouais. quand même ça. Mais la différence entre fédération et confédération. Dans la fédération,
vous avez les petites entités et le grand pouvoir qui les rassemble. Et dans la confédération, vous avez chaque petite entité qui a des pouvoirs plus grands que le centre. C'est pour ça la Suisse, ça s'appelle officiellement la Confédération helvétique. Voilà la Suisse. Dans chacun de ces départements, ils ont des pouvoirs qui sont nominément plus forts que celui du centre. Le seul pouvoir que le centre a plus que les pays qui font partie, c'est le pouvoir de représentation à l'extérieur, pour avoir une voix unie à l'extérieur. C'est déjà dans une confédération qu'il y a différentes parties qui font la guerre. Par exemple, 2 régions en Suisse qui se font la guerre entre. Oui, mais dans ce cas, ils cesseront d'être en confédération. C'est-à-dire qu'ils vont parce que c'est un contrat entre eux. S'ils se font la guerre, ils ne vont pas être en confédération. Mais finalement, ils peuvent avoir des conflits normatifs. Il y a eu des conflits entre des cantons suisses en 1948, Ça s'est mais fait, depuis, il n'y en a plus. Ça s'est fait une confédération et ça s'est déclaré neutre parce qu'il a eu des conflits entre les différentes ethnies qui habitaient là-bas. Enfin, 1847, pardon, mais pas 48, mais bon. Ok. Mais en tout état de cause, il peut y avoir, et ils ont souvent des conflits. Dans une fédération, s'il a un conflit entre Texas, par exemple, et, dites-moi un État aux États-Unis, Texas, Oklahoma. et Californie, par exemple. S'il a un conflit entre eux, le pouvoir central peut jouer le rôle de l'arbitre, parce qu'il a ce pouvoir-là. Dans la confédération, s'il a un conflit entre eux, qu'ils se règlent eux-mêmes. Il n'y a pas pouvoir central, autorité centrale qui peut les séparer. Enfin, il peut avoir un rôle médiateur, mais il ne peut imposer une règle. Est-ce que c'est clair? La seule chose qu'ils peuvent faire et qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, c'est la politique extérieure. C'est les représentants. Les Suisses sont trop calmes et trop policés pour se faire la guerre entre eux. Bah oui, mais ils ne sont pas si calmes que ça parce que le Vatican, par exemple, le Pope décide que ce sont les Suisses qui vont garder sa sécurité. Oui, Ça veut dire qu'ils sont des bons droits. Maintenant, Maintenant, je sais, les mercenaires Ils suisses, n'ont c'est pas- très réputé. ils n'ont pas besoin de faire la guerre parce qu'ils tiennent la Bon. N'est-ce pas? Bon, dans les dernières 15 minutes, j'aimerais bien qu'on discute un peu pour ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, si ça vous va bien. Oui. La prochaine fois, je vais vous faire un petit cours sur le droit international, c'est-à-dire le droit entre États, parce qu'on a fait à l'intérieur de l'État comment les États s'organisent, c'est le droit constitutionnel, on a fait entre les personnes, c'est le droit civil, on a fait entre les personnes et la crédibilité, c'est le droit pénal, et on va faire entre les États souverains eux-mêmes. Il a un droit spécifique qui s'appelle le droit international public, parce qu'il a aussi un droit international privé. Je vais vous dire la différence la prochaine fois. Et avec ça, mes cours vont se terminer de cette manière. On va commencer à faire une interaction. Et donc, je vais vous demander à vous commencer à vous préparer à ça. Le premier sujet de séminaire que j'aimerais bien, et je vais essayer de vous le dire 15 jours avant pour que vous ayez du temps à vous préparer. Et donc, la première chose que j'aimerais bien qu'on discute ensemble, dans 15 jours, c'est-à-dire pas la prochaine fois, mais la fois suivante, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. J'aimerais que vous vous séparez, je sais pas... Est-ce qu'on peut faire en 4? Ou il faut le faire en 2? si vous pouvez créer une confédération, oui. En 4, en 3, peu importe, mais je veux que vous traitiez au moins 3 sujets. Et donc vous regroupez et les groupes entre eux peuvent se consulter lequel vous faire pour ne pas vous doubler le travail. Vous pouvez répéter le sujet? Je n'ai pas encore dit, donc je ne peux pas le répéter parce que je n'ai pas encore dit. Tu peux faire un ou pas? Vas-y. Ce ne sera pas un débat pour ou contre. Non, ça ne va pas être un débat pour ou contre, même si ça peut devenir un débat pour ou contre aussi. Donc, il me faut la Convention européenne des droits de l'homme, son histoire, c'est-à-dire pourquoi elle a été créée, en première lieu, quels sont les documents des droits de l'homme qui ont
précédé cette convention? Est-ce que c'est sorti de nulle part? L'idée, enfin, le cadre philosophique de la convention. Vous écrivez un message ou ce que vous dites? Non. Hein? Vous écrivez à quelqu'un? Non, j'écris les thèmes des projets. Tu écris à une gonzesse, je suis sûr, je vais voir. Ah bon. Donc qu'est-ce que j'ai dit si tu écris parce que j'ai oublié? Le thème de droit de l'homme, les droits de l'homme. Oui, la Convention européenne. Mais la première, l'histoire du document précédent, la philosophie derrière la Convention. C'est le premier thème. Deuxième thème, le contenu, les droits qui sont dedans. Enfin, ce qui est écrit dedans. Vous avez vu, c'est pas 9 pages, c'est moi. C'est moi, sans le protocole. Il en a 12 protocoles, laissez tomber le protocole. Il a par ailleurs un protocole sur le droit sur la peine de mort. Vous pouvez voir ça si vous voulez, mais sans le protocole, le contenu de la convention. L'État qui en font partie, enfin, quels sont les États qui sont liés à cette convention, et les garanties d'application, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme en tant qu'institution. La Cour européenne des droits de l'homme. L'idée est qu'en groupe, vous m'expliquez qu'est-ce que c'est. Tout ça. Comme moi, j'ai essayé de vous expliquer plein de choses. Avec une réussite pas souvent. Pas souvent super. C'est ma faute. Après ça, on va faire la même chose avec la charte des Nations Unies, mais ça va être pour 22 jours. Et avant ça, il y aura une petite vacance, donc on va voir. On va voir comment ça se présente. Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous croyez que vous pouvez faire ça? Oui. Certains? C'est des groupes de combien? C'est les comme vous voulez. 2 ou 3 ou 4. Si vous êtes pressé, allez. C'est quoi la question la plus difficile? Si on peut le faire en 4, le projet. C'est très important. Ou 44. Parce qu'il y en a un qui va le faire, les 3 qui vont. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on est des copains et on va s'aider. Allez-y. Parfait. Faites-le comme vous voulez, mais donnez-moi un bon résultat pour qu'il ait une bonne discussion derrière. Pour une organisation criminelle, il faut au moins 3. Donc en 4, vous êtes bien placé. Ok. 2, c'est pas une organisation criminelle? Non. Une organisation criminelle, il faut au moins 3. Si vous êtes 2, vous n'êtes qu'une bande. Le plus important, il faut au moins 3. C'est pareil, on pense qu'on vous aiderait au moins 3. Merci beaucoup.